Bonsoir à tous. Nous sommes en direct sur Atrium et ce soir, nous accueillons Philippe Bobola. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Nous accueillons Jeanne Ayache. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Dominique, bonsoir Philippe. Bonsoir Jeanne. Ravi de nous retrouver. Ouais. Jeanne a déjà eu quelques expériences sur la chaîne au Ouais. travers des 5 émissions que nous avons déjà visitées. Et je vous en mettrai le lien d'une d'entre elles, la première du cycle, dans les commentaires de l'émission. Et comme ça, vous pourrez revisiter. Et ce soir, et on a Philippe avec nous. Fantastique. C'est une nouveauté, une première. Et je suis très heureuse, Jeanne, c'est grâce à toi que tu as pu nous offrir cette présence. Oh ben, écoute, on s'est déjà vu à des conférences, Philippe, et on est dans la même vibration, en fait. De la même famille d'âmes, on va Voilà, dire. même famille d'âmes, c'est très bien. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est donc s'unir pour aller voir des aspects de la vie autrement. C'est important. Et donc, je vais vous présenter rapidement Philippe et Jeanne pour ceux qui ne les connaissent pas, le temps que les uns et les autres se connectent et participent et partagent et inscrivent leur présence dans les commentaires. Et bien évidemment, au long de cette capsule, vous aurez toute disponibilité pour les questions. Vous pouvez les inscrire au fil de l'eau et on revisitera ça en fin de conversation pour que les uns et les autres, vous puissiez répondre à vos demandes. Alors Philippe Bobola, sur le site, ton site qui est unitédusavoir.com, il y a écrit « Créer le meilleur futur possible ». Donc, on rentre dans le vif du sujet avec créer le meilleur futur possible. Il n'existe pas un temps, mais des temps qui passent de temps en temps. Voilà, qui est Philippe. Philippe qui est quand même docteur en physique, en biologie, une certification en anthropologie. Tu pousses jusqu'à la psychanalyse adlérienne et aujourd'hui, tu coaches des équipes, des personnes à aller leur chemin d'expérience avec la science et la conscience, justement. Jeanne, toi, c'est ce qui apparaît sur ton site, la physique quantique au cœur du corps. Et donc, voilà, toi, c'est biologie, physique, au CNRS, et ta passion, c'est passer du micro au macro, constamment de faire des liens. Et l'un et l'autre, c'est pour ça que j'ai eu vraiment le grand bonheur d'accepter, que vous disiez oui à cette émission. Vous unifiez la science et la conscience. Vous êtes des spécialistes, des artistes, spécialistes en sciences, en biologie. Et en même temps, vous avez, par l'expérience, par vos pratiques, transmuté votre conscience. Et aujourd'hui, quand je vous entends l'un et l'autre individuellement échanger, partager, participer à l'élan collectif, à chaque fois, je suis non seulement passionnée, mais vraiment happée par la qualité inscrite dans l'ADN de vos connaissances. Alors, un immense merci d'être là ce soir avec nous. Et on va rentrer dans le libre arbitre. Et vous savez, pour la team d'Atrium, c'est un sujet que j'essaye d'aborder sous différents angles. Et tous les deux, ce soir, vont échanger sur ce sujet du libre arbitre en jouant avec la science et la conscience. Est-ce que l'un d'entre vous, on va d'abord accueillir, parce que les uns et les autres, on a Maria qui est avec nous, Maria qui vous salue, on a Pascal, Bonsoir. Bonsoir. Josette, Bonsoir. je vais vous en passer quelques-uns, Michel, Sylvie, il y en a certains que je connais, d'autres pas, Olivia, Bonsoir Sylvie. Ah, c'est chouette, c'est des... Catherine, Joël,
Lydie, Bonsoir, Lydie. Marco, voilà, Brigitte, Dom Dom Vital, intéressant. Ah, Dom, bonsoir. Claire, Sandra, Ah, bonsoir, Alexandra. Monique, je sais plus, j'ai cru que j'en ai passé. Voilà. Bon, bah, c'est. Bienvenue à tous. Et les moucherons, pas bienvenue à vous, c'est pas le moment du tout. Et, et je vous laisse démarrer l'un et l'autre. Est-ce que vous avez envie de commencer, Philippe, Jeanne? Tu veux commencer, Jeanne? Eh bien, pourquoi pas. Voilà. Alors, le libre arbitre. Et alors, si je fais référence à la science, j'ai une histoire à la fin de ma thèse d'État, pour donner un exemple à la fin de ma thèse d'État, j'avais travaillé sur le pétrole et j'avais essayé de comprendre le mécanisme de formation du pétrole. Et après mes 4 ans, 5 ans de thèse, eh bien, j'ai voulu faire une belle image en haute résolution de ce que j'avais dit, ce que j'avais soutenu devant le jury. Une structure radiale et concentrique, etc. Et je suis au microscope et ce que je vois en haute résolution, c'était l'opposé de ce que j'avais raconté dans mon interprétation. C'est-à-dire l'expérience était là, mais mon interprétation était fausse. Mais tant que j'avais pas pu voir cette image en haute résolution où je voyais les plans atomiques d'un côté parallèle à une membrane perpendiculaire et l'autre parallèle, ou le contraire, peu importe. Et là, j'ai eu une seconde, j'ai cru que je rêvais. Une seconde, j'ai dit, je n'ai rien vu. Et la seconde après, il faut tout recommencer. C'est-à-dire que là, je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai arrêté la publication parce que c'était pas juste. Ce que j'avais dit, l'interprétation était fausse. Donc, faut oser. Et c'est là que la notion de libre arbitre et d'intégrité de l'être est vachement importante. Et vraiment, je n'ai pas pu faire autre chose que j'ai fait des très belles photos, mais ça ne correspondait pas à mes interprétations. Donc, ça veut dire que les modèles que j'avais utilisés à l'époque n'expliquaient pas tout, mais je savais bien qu'il y avait des choses qui n'expliquaient pas. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que je refasse ces expériences. Alors, je faisais des expériences de simulation thermique des roches mères pétrolières. Le pétrole est fait à partir d'algues, et en fin de compte, on faisait la carbonisation dans différentes conditions, à haute température et sous pression, pour reproduire ce que la nature fait au bout de 400 millions d'années, 250 millions d'années. Et en fait, il y avait plein de choses à partir de. Et j'ai cultivé des algues, j'ai extrait les membranes dans lesquelles il y avait des hydrocarbures, naturellement dans ces algues, à l'origine du pétrole. Et en fin de compte, il y a plein de minéraux dedans, plein d'éléments minéraux. Et donc, ça fait plein de choses complexes. Donc, je pouvais interpréter des choses, mais pas tout. Et à un moment donné, dans une thèse, il faut s'arrêter, il faut dire, bon, voilà, on va y aller. Mais quand on publie, on ne peut pas publier tout comme ça. Donc, je me suis retrouvée, et donc j'ai refait une année supplémentaire. Je me suis dit, puisque c'était très complexe dans les algues que je carbonisais, il y avait beaucoup de choses. Je me suis dit, il faut que je fasse des modèles simples d'hydrocarbures aliphatiques à longue chaîne ou aromatiques, comme le carbone, vous savez, aromatique. Et là, j'avais des extrêmes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ces modèles vont me permettre d'identifier ce qui va être juste ou faux en fonction de la structure, de la composition, etc. Voilà. Et donc, ça m'a pris une année. Une année, j'ai tout arrêté et j'ai recommencé des expériences sur des modèles de molécules. Et en fait, après ça, je pouvais interpréter tous mes résultats. Et là, je me suis dit à cette époque-là, quand même, est-ce que j'aurais pu ne rien faire? Est-ce que j'aurais pu fermer ma gueule, grosso modo? Je n'ai pas vu. C'était pas possible pour moi.
C'était pas possible. Alors que j'ai vu en biologie plus tard, quand j'ai fait la biologie, eh bien, il y avait des personnes, ils demandaient de faire une photo pour aller dans leur modèle. Une photo de microscope, de cellules, hein, pour répondre à leur modèle. Moi, c'était absolument impossible. Mais j'ai eu des demandes. Et comme je ne pouvais pas répondre, ils ont été voir d'autres personnes. Pour moi, c'était impossible de faire des images qui correspondaient à ce qu'ils voulaient publier. Et moi, c'était tout l'opposé. C'est pas cohérent, je recommence tout. Donc là, le libre arbitre que j'ai là à l'époque et l'intégrité, parce qu'il y a une sorte il y a un libre arbitre, mais une intégrité derrière tout ça qui permet, et on se sent libre après, parce que c'est pas grave qu'on se plante. J'ai mis un an de plus, c'est pas grave. Mais ce qui s'est passé dans les laboratoires en biologie, dans certains cas, hein, pas tous les cas, certains cas, j'avais été choquée. Donc c'est vrai, avec l'évolution, eh bien, on te demande dans le laboratoire, comme je faisais les photos au microscope, on me demandait une image de ça, une image de ça. Les gens ne se rendaient même pas compte ce que c'est que d'aller faire une image, c'est-à-dire préparer un échantillon, aller le couper, etc. Un travail énorme. Vous allez faire une image. Donc, il n'y a aucune conscience de certains chercheurs aussi, aucune conscience de ce qu'est de faire une image en microscopie, en transmission à l'échelle microscopique, et ce que ça entraîne en préparation pour passer du macroscopique au microscopique. Donc là, moi j'ai vu qu'à l'évolution, le summum de l'inconscience, c'était en biologie. C'était en biologie. Voilà. Donc ça a été, c'est une expérience là qui m'a, à l'époque, j'oublierai jamais ce moment, cette sensation de dire c'est pas possible, je dis rien et je ne peux pas rien dire. En même temps. Et voilà. Donc ça c'est le, et je remercie d'avoir cette conscience parce que pour moi il n'y a que ça qui rend libre. Voilà. Philippe? Oui, Claude Berner le célèbre physiologiste, avait une réflexion. Il disait, si l'expérience ne correspond pas à la théorie, n'hésitez pas, refaites une théorie et n'éliminez pas le fait. C'est-à-dire souvent, il y a une compétition entre la théorie qu'on veut défendre et le fait. Eh ben oui. Alors, pendant de nombreuses années, on disait que la science devait, quand elle était théorique, elle devait s'incliner devant l'expérience. C'est l'expérience qui est en lien direct avec la nature. Mais depuis est venue s'insérer une nouvelle catégorie de scientifiques, ce sont les modélisateurs. Et donc, voilà, on simule un monde virtuel, un monde de modélisation, et le risque, c'est qu'on peut faire un modèle simulé qui correspond à sa théorie. Alors qu'avant, il y avait cette notion. Alors pour moi, oui, effectivement, dans la liberté, il y a l'intégrité, et c'est les deux thèmes théologiques, liberté et déterminisme. Le philosophe Emmanuel Kant parlait d'antinomie, c'est-à-dire qu'à côté de la liberté, il y a le déterminisme et la vie se fait selon les lois de la nature. Et les lois de la nature nous rendent à la fois déterminés et libres. Parce qu'on est obligé chaque jour de boire, de manger. En tous les cas, peut-être des gens qui se nourrissent de prana, mais en tous les cas, la majorité des gens sont obligés de se nourrir. On est obligé de dormir, on est obligé d'avoir des contraintes. Et à la fois, la nature, il y a un libre arbitre. Et dans les neurosciences, on dit qu'on est programmé pour ne pas être programmé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on interagit avec l'autre, avec le monde, on a des synapses qui se créent, qui se défont. Il y a une flexibilité synaptique, une épigénèse, comme on dit, du cerveau. Et pourtant, on reste toujours qui on est. Oui. Ça qui est assez étrange. Et c'est la question centrale de la psychologie, comment on peut avoir ce sentiment d'unité. Et on n'a pas encore vraiment la réponse. Et plus les neurosciences avancent, plus on est confronté à cette problématique, à savoir, on a une flexibilité et à la fois une conservation. Donc, en philosophie, quand on a deux logiques qui semblent opposées,
on appelle ça des dyades, comme liberté et égalité. Si on laisse le plus fort économiquement opprimer le plus faible, et ben la liberté livrée à elle-même débouche sur une forme de totalitarisme qu'on pourrait appeler le totalitarisme capitaliste. Et puis, si on laisse l'égalité sans la liberté, ben on uniformise. C'est ce qui s'est passé en ex-URSS, le totalitarisme de gauche. Finalement, c'est la fraternité qui humanise et harmonise ces logiques qui semblent antagonistes, qui, en philosophie, sont des dyades. Alors, c'est marrant parce que la vie nous fait parfois réfléchir, parce que si on prend une membrane, un sujet que connaît bien Jeanne, ben vous avez des acides gras avec du phosphore, on appelle ça des phospholipides. Ouais. Et la molécule de phospholipide, c'est une molécule qui est très curieuse, parce qu'elle a une partie qui aime l'eau, hydrophile, et une partie qui n'aime pas l'eau, hydrophobe. Donc on est vraiment confronté à deux logiques radicalement opposées, de l'appétence pour l'eau et du refus de l'eau. Et quand on met ces deux propriétés, eh bien, miracle, les molécules s'auto-organisent. Alors elles peuvent s'organiser en monocouches, c'est-à-dire que les têtes hydrophiles sont en contact de l'eau et les chaînes hydrophobes sont dans l'air. Comme ça, la molécule respecte la tendance hydrophilique et respecte aussi sa tendance hydrophobique. Et puis, quand on a atteint une certaine densité, ça forme des micelles, c'est-à-dire c'est une sphère où la surface est pavée par les têtes hydrophiles et au cœur, vous avez les chaînes hydrophobes. Et certains considèrent que c'est déjà les prémices de la vie, puisque ça crée des membranes. Une membrane, c'est des phospholipides, des protéines et cette fameuse molécule qui embête certaines personnes qu'on appelle le cholestérol. Oui. Et pourtant, fondamentalement, si un ingénieur s'était penché sur les phospholipides, il n'aurait pas mis deux propriétés aussi opposées. Et en fin de compte, ces deux propriétés opposées permettent une auto-organisation, parce qu'il n'y a pas besoin d'intervenir, la nature s'auto-organise et va s'organiser sous forme de micelles ou d'autres formes, des liposomes ou des monocouches. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que la nature a su habilement utiliser deux dyades, la logique qui aime l'eau et la logique qui déteste l'eau, et réunis, c'est ce que j'appelle une molécule schizophrénique, puisqu'on a l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, et ça a permis les prémices d'une vie qui s'est organisée par la suite. Alors, ça me fait penser au fait qu'en fin de compte, ces molécules, elles sont polaires. Il y a donc la polarité plus et moins, hydrophile et hydrophobe, mais ça veut dire qu'elles ont respecté leur structure interne. Oui. Et que pour que l'ensemble puisse s'organiser, elles vont former des micelles pour respecter l'ensemble et chacune d'elles. C'est ça, elles sont intègres. C'est-à-dire que la partie chargée qui a de l'attirance pour l'eau est intègre et la partie hydrophobe est intègre. Et chacun accepte l'intégrité de l'autre. Il n'y a pas de compétition. Et réunis, les deux avec le désir de maintenir leur intégrité, bah, il y a une auto-organisation qui se fait. Voilà. Avec l'émergence d'une structure encore plus grande. Oui. Donc, c'est beau de voir cet aspect-là à l'échelle microscopique quand même. Parce qu'en fin de compte, tout se passe dans l'infiniment petit tout le temps, dans le fait que chaque parcelle respecte sa structure et son intégrité. Son intégrité. Ouais, c'est ça, on respecte l'intégrité, c'est un appel à la tolérance, d'une certaine façon. La partie hydrophile tolère la partie hydrophobe, la partie hydrophobe tolère la partie hydrophile. Donc, et d'une certaine façon, la molécule d'eau, c'est pareil, hein, c'est une molécule assez simple, 3 atomes. Vous avez un oxygène qui porte une charge négative et 2 atomes d'hydrogène qui portent une charge positive. Donc, c'est ce qu'on appelle en physique un dipôle électrique. Et donc, vous avez deux polarités opposées, comme peut l'être la partie hydrophile et hydrophobe, le plus et le moins. Et organisée, bah, la vie s'organisait autour de l'eau. Et l'eau chargée positivement et négativement peut interagir avec les têtes polaires des molécules de phospholipides. Eh bien oui. Alors, entre parenthèses, l'eau, c'est la molécule la plus simple et la plus complexe.
par Oui, rapport aux structures dans lesquelles elles rentrent. oui, on dit aqua complexe, aqua simplex. C'est-à-dire que on doit à l'eau la vie, puisque c'est la molécule à 3 atomes qui a la plus haute température d'ébullition, 100 degrés. Et puis, tout le monde sait que l'eau gèle à 0 degré. Ouais. Si on remplace l'oxygène par du soufre, on a du soufre dihydrogéné, la température d'ébullition se fait à moins 61 degrés Celsius. À moins 61. Voilà, on est dans les températures négatives. Donc, la molécule d'eau, du fait, et on peut apprendre beaucoup de choses de la molécule d'eau, parce qu'elle n'est jamais individuelle, elle est toujours en groupe. Oui. Ça paraît évident, puisque tout le monde sait que le plus et le moins s'attirent. s'attirent. Donc, quand une autre molécule d'eau rencontre une de ses congénères, elles vont interagir selon la loi des charges. L'oxygène va réagir avec un atome d'hydrogène, ce qui fait que la molécule d'eau, on parle de l'eau, mais on devrait parler du complexe aquatique. Voilà, c'est une forme de macromolécule et qui a permis les 3 états sur Terre, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. L'état gazeux a permis la mise en place de l'atmosphère. L'état solide est nécessaire parce que les calottes polaires participent à la régulation de la température. Et puis, il y a des océans. Et donc, la Terre, à 71% est fait d'océans, quoi. À 96% est fait d'océans. 96% de la surface terrestre est fait d'océans, d'eau salée. L'eau douce, c'est 2%, et l'eau douce, c'est 1%, et les calottes polaires, c'est 2%. Mais en tous les cas, c'est assez amusant de voir que la nature nous enseigne beaucoup. Avec un jeu de charges opposées, elle fait émerger des propriétés précisément qu'on appelle propriétés émergentes. Finalement, le cocktail de l'univers, si on le prend à un certain niveau, est assez simple. Les premières particules apparaissent, et donc les quarks, qui sont les éléments parmi les plus simples, vont interagir entre eux et ça va donner les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons vont interagir entre eux pour donner le noyau nucléaire, et enfin les électrons vont interagir avec le noyau nucléaire. Et le premier atome qui est fabriqué, c'est l'atome d'hydrogène. Donc on pourrait peut-être rappeler très simplement qu'un atome, c'est un mini-système solaire. Vous avez au centre de l'atome une sorte de soleil intra-atomique qui est globalement chargé positivement. En fin de compte, il est fait de 2 particules, les protons chargés positivement et les neutrons qui ne portent pas de charge. Et autour de ce noyau gravite ce qui serait l'équivalent d'une planète, par exemple la Terre, toujours identique, en nombre plus ou moins important suivant le type d'élément chimique, de même pour le noyau. Donc, le proton est fait de quarks et probablement d'autres structures. Donc, quand il y a interaction entre les quarks, ça fait émerger un autre élément qui est le proton. Et puis, les quarks font interagir les neutrons. Les protons et les neutrons font émerger le noyau attire les électrons, les atomes d'hydrogène sont ainsi créés. Sous l'effet de la gravitation, va y avoir des nuages interstellaires qui vont donner, après des millions d'années d'évolution, des étoiles. Les étoiles vont être à l'origine de la formation des planètes. Ensuite, après, vont naître les systèmes solaires, et puis les galaxies, les amas de galaxies, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des interactions, et du fait des interactions, il y a des propriétés émergentes qui découlent de ces interactions. Alors, vu comme ça, c'est assez simple, mais après, quand on rentre dans les détails, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Tu veux réagir, Jeanne? Quand tu parles d'interaction, la matière se forme. Avant que la matière se forme, c'est d'abord dans les interactions que tout se passe. Ah oui, bien sûr. Et on le voit bien à l'échelle de l'humain. Dans notre corps, qui est fait de milliards de molécules et d'atomes, chacun ayant son cortège électronique, on est un être électromagnétique, et que effectivement la matière dont on est constitué, qui correspond à presque le vide, puisque c'est 0,001% de matière dans tout l'ensemble qui correspond au champ d'information de notre matière à nous, et de chacun, et de l'ensemble, et bien effectivement qui correspond à 99,99% d'informations,
On est des êtres d'interaction dans l'invisible, de champ humain, et voilà. Et moi, quand j'ai étudié la physique, en physique, les matériaux, on étudie les propriétés des matériaux. Et les propriétés des matériaux, eh bien, c'est aller chercher l'interaction des électrons ou des protons, tout ce que vous voulez, et qu'est-ce que ça va faire comme émergence sur les propriétés électriques, magnétiques, etc. Et en fait, ces électrons-là qui entourent, c'est eux qui vont déterminer toutes les propriétés. Et c'est assez chouette, ça. Et, ah oui, la physique du solide, souvent, c'est des propriétés liées aux électrons, les semi-conducteurs, même les supraconducteurs. Voilà. Ouais. Ça nous amène à une réflexion, c'est-à-dire la vie ne réside pas dans les choses, mais plutôt dans les liens entre les choses. Alors, si on est physicien, on parlera d'interaction. Absolument, c'est exactement ça. La vie. Et si on est biologiste, on parlera d'échange d'informations. Ça peut être matériel ou vibratoire. On commence à le voir de plus en plus. Et puis, que serait l'humanité s'il n'y avait pas des interactions entre les hommes et les femmes? Donc, l'interaction est à la base de la vie. Les propriétés d'un matériau ne se résument pas à la constitution atomique et moléculaire, mais plutôt dans les interactions qui vont émerger. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, on l'étudie dans les matériaux. Comment un atome de carbone, par exemple, à côté d'un atome de phosphore, etc., il y a des interactions. Et ça va entraîner des réactions possibles. Et c'est vraiment ça. Et donc, c'est polarités qui vont entraîner. Oui, vas-y. Toutes les polarités, on a en chimie la même chose avec des éléments qui donnent des électrons et d'autres qui en reçoivent, un réducteur et un oxydant. Un oxydant est donneur d'électrons, un réducteur va accepter les électrons. Donc, c'est des polarités. Donc, l'électron joue un grand rôle dans la vie. Hein. S'il n'y avait pas l'électron, il n'y aurait pas la vie. Eh bien, c'est exactement ce que je pense. Voilà. S'il n'y avait pas l'électron, il n'y aurait pas la vie. Ben oui, c'est grâce à l'interaction des électrons entre atomes différents, donc qui ont des polarités quand même différentes, qui s'attirent, etc. On parle d'atomes crochus, mais qui s'attirent ou pas. S'opposent, ouais. Et oui, c'est assez chouette, ça. On doit à l'électron la vie, une croissance, de se mouvoir, de penser, de détester, d'aimer, de percevoir le monde extérieur. Tout ça, c'est des mouvements d'électrons. Et qui sont, tout ceci, c'est dans le champ. C'est dans le champ d'information. On peut l'appeler autrement, c'est au niveau de l'humain, c'est le champ d'information. Voilà. Non, vas-y. Et dans ce champ d'information, il y a toute notre structure. Notre structure que l'on voit, c'est une chose, mais dans ce champ d'information, il contient toute notre structure, toutes nos propriétés, tout de ce qui nous sommes. Et que entre êtres humains, quand on va, on se rencontre avant par l'interaction de nos champs. Et ça, c'est vraiment Il y a une question qui tombe à propos, et l'interaction avec l'invisible. On parle d'invisible, là. On est d'accord, c'est pour ça que Dans l'invisible, il y a plein d'interactions. Il y a plein d'interactions constamment. Dans le champ quantique, il y a plein d'interactions constantes. Et sauf que, à un moment donné, dans notre champ, qui est associé à notre matière, il y a une structure quand même particulière. Et la structure particulière de quelqu'un d'autre va engendrer un champ d'information différent. Oui, en physique, on a l'habitude de ça. Chaque élément chimique émet un ensemble de lumière. Hein, c'est sa carte d'identité, j'allais dire, vibratoire. Et donc, on peut presque identifier, quand on fait de la spectroscopie infrarouge, un élément par les émissions qu'il envoie, qu'il émet. Alors, il y a une différence, c'est-à-dire que la notion de champ est due à Michael Faraday. C'est intéressant parce que c'était un autodidacte au départ. Il était livreur chez un bouquiniste qui faisait des livres d'occasion et finalement il est devenu un très grand chimiste. Alors il n'avait pas un esprit mathématique, mais il avait beaucoup d'intuition.
Et c'est lui qui a introduit la notion de champ. Puis par la suite, la notion de champ est passée en physique quantique et on a considéré que tout est champ. Il y avait un physicien, John Archibald Wheeler, qui est mort assez âgé, il est mort à plus de 93 ans. Il disait, quand j'ai commencé ma carrière, je pensais que tout était matière. À la moitié de ma vie, j'ai pensé que tout était vibratoire, et maintenant que je me rapproche de la mort, j'ai l'impression que tout est information. Ah là, c'est magnifique. Voilà, le paradigme matériel, le paradigme vibratoire et le paradigme informationnel. Ben, ça paraît logique, c'est-à-dire que la vibration est un peu un négatif de ce qui nous constitue. Ouais. Et c'est ça, l'homme est paradoxal parce qu'il est fait de l'ordre du milliard de milliards d'atomes qui obéissent à des interactions, qu'on soit en physique classique ou quantique, déterministes. Et pourtant, on a un libre arbitre. Et voilà. Voilà. Et ce libre arbitre, ça fait la spécificité de l'homme puisque ça nous permet de comprendre le rôle de l'éducation, le respect qu'on a de soi, l'intégrité, la morale, les lois sont là pour nous moduler au niveau de nos appétences. Alors, en fait, quand le libre arbitre ramené à la physique quantique, quand je pense qu'elle a démarré au début du siècle dernier, hein, puisqu'on est en 2000 maintenant, et qu'elle n'a jamais été utilisée au niveau de l'individu, hein, la physique quantique, on l'étudie au laboratoire sur des matériaux particuliers, où on va essayer d'aller voir un saut quantique, etc., dans des conditions de froid qui entraînent que plus rien ne bouge, aucun électron bouge, sauf un saut quantique, à un moment donné, on peut le voir. Il n'y a plus d'activité thermique, de mouvement. Eh bien, quand on pense que en physique quantique, là, eh bien, c'est la physique c'est la loi du libre arbitre, puisque en fin de compte, on est relié à une expérience. L'expérience en physique quantique, eh bien, c'est notre intention de faire une expérience, donc notre conscience qui nous dirige pour faire une expérience, et qu'à un moment donné, toutes les possibilités existent avant qu'on fasse quelque chose. C'est ça qui est important. Tout est possible. Et à partir du moment où on va choisir de faire une expérience, alors il y a l'exemple des fans de Jung, mais bon, je ne veux pas roder, tu pourras le dire si tu veux, toi. Eh bien, à partir du moment où on choisit une direction de voir une expérience, toutes les fonctions d'onde, toutes les possibilités des autres s'effondrent pour aller vers ce que l'on veut voir. Et donc, pour moi, dans la physique quantique, il y a le libre arbitre de notre conscience qui a décidé d'aller voir une expérience en sachant que c'est ça qu'on veut voir. Et qui entraîne que le libre arbitre entraîne la responsabilité. Oui, bien sûr, la physique quantique nous responsabilise, la physique Philippe, classique. excuse-moi, Oui. il y a un souci avec le son. Ah bon? Est-ce qu'il y aurait des onglets qui sont ouverts autres que StreamYard? Non, j'en vois pas. Je ne vois pas d'onglet, non. Alors, vas-y, moi je vais essayer de couper mon son quand toi tu parles. Non, je ne vois pas du tout. Non, j'ai rien d'ouvert. Il n'y a pas d'onglet d'ouvert. Non, je regarde bien. Non. Ok, vas-y. Oui, la différence entre la physique classique et la physique quantique, c'est que dans la physique classique, l'expérimentateur intervient qu'avec son instrument. Et donc, il n'intervient pas avec sa conscience. Depuis la physique quantique, la conscience intervient, donc l'expérimentateur intervient avec son instrumentation, mais également avec sa conscience. C'est Eugène Wigner qui a introduit cette notion. Ce qui fait que la physique quantique est qualifiée de physique participative et elle nous responsabilise. Et la question que se sont posées les pères fondateurs de la physique quantique, c'est qu'est-ce que la réalité ? Avant une mesure, une particule peut être simultanément 4 points cardinaux, ce qu'on appelle des états superposés, et pourtant, quand on va faire une mesure, celui qui fait la mesure, qu'on va appeler Monsieur Nord, va
interagir, raisonner, se connecter à la solution nord. Et la question qui se pose, effectivement, il va faire venir dans son présent la solution nord, mais que sont devenues les solutions sud, est, ouest? Alors là, il y a eu plusieurs interprétations, celle qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, qui est due à Niels Bohr. Il habitait à Copenhague, il était un des pères fondateurs les plus tonitruants de la physique quantique, c'est que les solutions sud et ouest ont disparu, et Hugh Everett, qui était un théoricien américain, dit non, chacune de ces solutions existe dans un univers parallèle au nôtre où notre expérimentateur, par exemple, a mesuré la solution nord. Donc, ce même expérimentateur se trouve dans un univers parallèle où il va mesurer la solution au sud. Il y aura un autre, le même expérimentateur qui sera dans un univers où il va mesurer les solutions ouest et est. Donc, il y a 3 univers parallèles à notre premier univers. Alors, effectivement, le spectre est multiple, ce qui fait qu'on peut résumer, comme je le disais, la physique classique nous déresponsabilise, la physique quantique nous responsabilise. Mais on peut aller plus loin parce qu'il existe une médecine participative. C'est-à-dire, si on tombe malade, est-ce qu'on n'a pas été actualisé la potentialité maladie? Si on veut avoir une description qui va jusqu'à une médecine quantique et une maladie quantique, on est amené d'aller jusque là. Alors, effectivement, il n'y a pas de problème sur la vérification des expérimentations. Il y a toujours eu polémique sur les interprétations qui sont données. Alors, par exemple, Albert Einstein a eu une formule célèbre, Dieu ne joue pas au dé. Niels Bohr lui a répondu, qui es-tu, toi, Albert Einstein, pour oser dicter ta conduite à Dieu? Mais on considère que le monde quantique est un monde probabiliste. On pourrait dire que c'est un indéterminé pourtant déterminable. Parce qu'en finalité, il y a quand même des lois qui se dégagent. Mais les lois qui se dégagent ne sont pas aussi, comment dirais-je, restreintes que celles qu'on a en physique classique. D'ailleurs, ça a été un des drames pour certains physiciens de la fin du 19e, parce qu'ils ont vu leur monde déterministe s'écrouler. Ah oui. Il y avait une histoire qui circulait au début du siècle qui disait l'enfer pour un physicien classique à sa mort, c'est de recevoir 8 heures par jour des cours de physique quantique. Et l'enfer pour un physicien quantique, c'est de recevoir 8 heures par jour des cours de physique classique. Alors, c'est très curieux parce que à la fois nous relevons d'une physique classique et nous relevons également d'une physique quantique. Alors on est à la fois déterminé par la physique classique et non moins déterminé par la physique quantique. Donc on se rapproche du libre arbitre qu'on évoquait au départ, puisque finalement ces deux physiques qui ne sont pas opposées mais complémentaires nous offrent deux visions du monde différentes et pourtant nous les avons tous. Nous avons ces deux physiques en nous. Alors, ça fait penser à la phrase de Pascal qui disait « L'homme est un malheureux être intermédiaire. Par son esprit, il est presque un ange. Par sa bassesse, il est presque une bête. » Ben, nous avons à la fois en nous une physique déterministe et une physique non déterministe. Et c'est ça peut-être qui fait la singularité de l'homme, puisque si la nature propose, il peut disposer. Et c'est là où intervient l'intégrité, l'honnêteté, le libre choix. Voilà. Et c'est tout l'enjeu d'une société parce que on est dans une période où on a voulu formater les gens pour les amener à ne pas faire ce choix personnel, mais plutôt à suivre la grande masse. Et voilà, tout a été fait dans ce sens. Tout a été fait dans ce sens dans tous les domaines. Et en particulier, quand on regarde en médecine, je veux dire, la dictature de la médecine classique et de mettre de côté toutes les médecines, on pourrait dire orientales, avec un regard beaucoup plus quantique en fait. Les autres médecines, c'est plus quantique, qui vont aborder les choses de façon non déterminée, beaucoup plus globalement, alors que la médecine classique, elle s'est basée sur le fait de, justement, de la physique classique. On va regarder un organe. On oublie la personne en entièreté. On va aller voir, et puis rapidement, il y a un problème, un organe, on l'enlève. On peut passer.
Et donc, la physique classique, la recherche, le pousser la recherche jusqu'à oublier de ce qu'on regarde et du problème qui a été posé au démarrage pour faire des choses pas possibles. Et effectivement, la médecine classique, elle va regarder un problème dans une botte de foin, mais elle ne tient pas compte du tout de la botte de foin, l'aiguille dans la botte de foin. Et c'est un gros problème. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la société, plus on va, plus on a envie d'aller utiliser notre libre arbitre et de faire d'autres choses. Bon, de faire autre chose, parce qu'en fin de compte, la médecine classique, elle est très bien, mais elle a ses limites comme n'importe quelle technique. Tout a des limites. Il faut accepter qu'il y a une certaine limite, un espace dans lequel c'est applicable et c'est magnifique, mais il y a des espaces dans lesquels c'est pas applicable. Et donc c'est ça le truc. Et toutes les médecines parallèles aujourd'hui, on fait la chasse aux sorcières avec toutes les techniques de bien-être entre parenthèses, de médecine pas conventionnelle mais complémentaire, je dirais. Eh bien, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Pourquoi? Ça aborde les choses autrement. Et là, on est dans un nouveau paradigme. Et là, on nous empêche d'utiliser notre libre arbitre. Enfin, on nous empêche. On fait ce qu'on veut à un moment donné. Sauf qu'ils réduisent de plus en plus le fait qu'un homme est fait pour être libre et user de son libre arbitre en tant qu'homme de conscience. Et effectivement, si on est conscient de qui on est et de l'intégrité que l'on peut garder par rapport à soi, à son intériorité, eh bien on choisit ce qui est bon pour nous, pas ce qui est bon pour la société. À un moment donné, la société, il y a des règles, ok, c'est important, mais il y a des choses par rapport à notre corps, c'est nous qui devons faire les choses. Et c'est difficile dans la médecine classique, si on ne rentre pas dans les cases, eh ben c'est terrible. Donc qu'est-ce que tu peux dire de ça, toi? Oui, beaucoup de médecines alternatives sont qualifiées de médecine cybernétique, en particulier l'acupuncture, même l'ostéopathie. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, si on a une approche vibratoire, on n'est pas dans la territorialisation. Ben oui. Un territoire vibratoire peut interagir avec tous les autres territoires. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, réparer un territoire sans tenir compte des autres. C'est la notion de terrain. Alors, on voit en génétique, on est rentré dans l'ère de la génétique, va y avoir une forte opposition entre les génomistes qui pensent que tout est inscrit dans le génome et puis les épigénéticiens qui, eux, considèrent que le gène propose, mais c'est l'entourage du gène qui va véritablement être le déclencheur. Et il peut être réprimé ou pas. Alors, pour que ça soit plus clair, une molécule d'ADN, plus on la linéarise, comme une ficelle enroulée, ça fait 2 mètres. Et elle doit rentrer dans une cellule dont la taille est 1 million de fois plus petite qu'elle. Alors, comment elle fait? Elle va se surenrouler. Et comme on fait avec une ficelle, on a un cylindre et puis on enroule la ficelle avec une sens d'enroulement. Alors, une cellule, quand elle veut se diviser, elle va désenrouler son ADN et la cellule mère va donner 2 cellules filles. On s'est rendu compte que le cylindre dans la cellule, ce sont des protéines qu'on appelle les histones et c'est eux qui vont véritablement dicter aux gènes leur activité ou pas. Un gène peut être réprimé ou il peut être activé. Alors, ce qui est intéressant, au tout début du séquençage du génome humain, qui a été arrêté dans les années 90, on s'est rendu compte que la première population qui s'est prêtée au séquençage de leur génome, ce sont des médecins. Et on a vu chez chacun d'eux des potentialités de maladie. Ça ne veut pas dire que la maladie allait arriver, elle aurait pu les rester comme ça à l'état potentiel. Et ils ont développé des maladies avant l'âge où la maladie aurait dû arriver. C'est-à-dire le fait, en tant que professionnels de la santé, de savoir qu'ils avaient un gène qui pouvait les porter à une maladie d'Alzheimer, une choride de Huntington, l'hypertension, etc., ça les a fait activer leur gène qui aurait pu être fermé, réprimé. On s'est rendu compte que nos pensées, nos émotions peuvent être en mesure d'activer ou pas un gène. Donc vous avez des tas de gènes qui peuvent être déverrouillés et amener un cancer ou au contraire rester verrouillés. Donc est-ce qu'on hérite du génome cancéreux
où on hérite de la peur du cancer. Alors, on pourrait dire que la médecine allopathique, elle a sa part dans l'édifice des médecines, parce qu'elle, elle est capable de traiter à courte durée. Hein, si vous avez une jugulaire sectionnée, c'est la chirurgie qui va vous sauver. Mais dès qu'on rentre dans des gestions de problèmes à moyenne et à longue durée, la médecine allopathique n'est pas dans son pôle d'excellence. Parce que, elle n'admet pas la notion de terrain. Donc, le terrain est très important pour gérer un problème à moyenne et longue durée. 2, elle est territoriale, on l'a bien compris. Et 3, elle n'amène pas le patient à se prendre en charge. Elle a tendance à le déresponsabiliser, c'est le moment de le dire. Intéressant, c'est que depuis quelques années, il y a une nouvelle alliance entre un thérapeute et son patient. Il faut que le patient soit participatif, puisque, en fin de compte, c'est le corps du patient. Et c'est ça que certains patients ont ressenti. Ils avaient l'impression que ils avaient beau dire que leur corps ne disait pas ce que la médecine leur disait, mais c'était la médecine qui imposait sa vision. Donc ça, c'est en train de changer. Alors, beaucoup de médecine, on parle d'holisme, de vision globale. C'est assez intéressant, par exemple, en Chine, on n'a pas un cerveau dans la Chine traditionnelle, la médecine traditionnelle chinoise, où tout est centralisé, toute la psychologie. Chaque organe a une sorte de psychologie organique. Le foie, c'est la colère, la bile, c'est la rancune, les reins, c'est la peur, les poumons sont la tristesse. Comme s'il y avait une espèce de dispersion de la psychologie au lieu d'avoir une centralisation dans le cerveau. Alors effectivement, la dimension vibratoire du corps amène une autre façon de voir comment soigner les corps. La question qu'on peut se poser, ça sert à quoi la science? Alors ça sert à nourrir ceux qui en vivent, mais c'est déjà bien. C'est un début. Et surtout, ça donne au grand public une vision. Alors pendant de nombreuses années, la science était supposée être intègre, donner des visions justes, alors qu'il ne faut pas oublier que la science veut une image juste du monde, alors que c'est juste une image. Et avec le temps, on a imposé certaines visions. Toujours frappant, qui a vraiment vu une bactérie, mais beaucoup de gens adhéraient au monde bactérien. Le problème n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est que la plupart des citoyens n'ayant pas reçu de formation en biologie, en médecine, ont décidé de suivre ce que la médecine ou la biologie leur disait, de même les virus. Et là, c'est en train de changer parce qu'on s'est rendu compte que la science pouvait être inféodée aux intérêts économiques, que peut-être qu'elle n'était pas aussi intègre qu'on nous l'avait présenté et qu'il y avait des intérêts en jeu qui pouvaient se faire au détriment des patients. Et certains ont pu avoir le sentiment d'avoir été sacrifiés sous l'autel des bénéfices de Big Pharma. Alors là, ça c'est clair, ça, on rentre dans le sujet de... Oui. Je t'ai mis en grand écran, Jeanne, sur le sujet. Mais on pourrait étendre ça. Il y avait La souris truquée, un ouvrage qui avait été traduit de l'américain. Les référés ne vont pas refaire tous les calculs d'un article de physique théorique. Oui, voilà. Donc, on estime qu'il y a beaucoup d'articles où, si on se penche dessus, il y a des erreurs. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais l'ex-directeur du Lancet estimait que dans les articles publiés par sa revue clinique, il y avait au moins 30 à 40% d'articles qui étaient discutables, parce qu'il y a trop d'intérêts économiques en jeu. On n'est plus dans la science pour la science, comme ça a pu être le cas à une époque. On est maintenant devant des intérêts économiques colossaux. Donc, effectivement, publier devient un enjeu. Ah oui, non, mais je me rappelle, moi, quand je suis rentrée dans le laboratoire à Paris pour travailler sur la supraconductivité, et c'était le truc qui était vraiment sorti. Alors moi, je ne connaissais rien au démarrage à cela. Et le nombre de publications qu'il faisait, c'était assez impressionnant. Normalement, une publication, c'est 2 ans, 3 ans de travail. On ne publie pas quelque chose, on publie un travail de réflexion, des analyses, etc. Et bien, à l'époque des supraconducteurs, une manip, une publie. Il y avait des trucs incroyables. C'était effarant. Moi, je sortais de 10 ans sur les carbones. Mes publications que j'avais faites, j'ai dû en faire 4 ou 5, mais béton, je veux dire, c'est... Voilà. Et
Et là, dans les supraconducteurs à l'époque, mais c'était tous les jours des dizaines et une expérience et sans recul. Je fais la manip, je publie. On ne peut pas faire ça. Et là aujourd'hui, on voit bien que les publications, les référies, et même ça, pire que ça, les référies, ils peuvent choisir de ne pas publier parce qu'ils rentrent en compétition avec la publication qu'ils doivent référer. Donc, il y a des choses pas possibles qui se passent. Hein. Oui, ben surtout dans les années 90, il y a eu une explosion avec la supraconductivité à haute température. On estime qu'un tiers de la communauté des physiciens et des chimistes et des physico-chimistes travaillaient sur la supraconductivité. Ben oui. On pourrait peut-être rappeler, il y a des matériaux qui sont isolants, donc ils ne conduisent pas l'électricité. Il y a des conducteurs. Il y a des semi-conducteurs qui sont intermédiaires entre les conducteurs et les isolants, et puis il y a des superconducteurs. Alors, ce qui est intéressant dans la supraconductivité, c'est qu'au lieu d'avoir des électrons individuels qui circulent, ils se mettent par paires. On appelle des paires de Cooper, du nom du théoricien. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si par paire, ils perdaient leur caractère matériel. Il y a une espèce de partenariat qui se fait. Et donc, un électron, quand il circule, il produit un champ magnétique. Donc, évidemment, on était limité parce que quand vous avez des électrons qui circulent dans un fil de cuivre, il y a des collisions, donc des échauffements, il y a des pertes d'énergie. Et donc, comme là, il y a des conditions pour avoir ces paires de Cooper, il faut qu'on soit à des basses températures. Mais c'est intéressant parce qu'une petite anecdote, à l'époque, je suivais les cours de Pierre-Gilles de Gennes au Collège de France. Et quand Muller a découvert la supra à haute température, de Gennes faisait un cours au Collège de France. Il termine son cours avec force en disant, et c'est pour ça que je conclurai son cours, que la supraconductivité à haute température n'arrivera pas. Et il y a quelqu'un qui lève la main et dit, on y est parvenu. Donc il a desserré sa cravate, il était abasourdi, il a bien rebondi parce que c'était un homme intelligent. Et c'est marrant parce que voilà, il était dans un laboratoire. Si vous avez une très forte personnalité, il faut que vous ayez aussi des oppositions. Comme il était un remarquable physicien, mais il y avait peu d'opposition dans son laboratoire. Ce qui fait qu'il est passé à côté de la supraconductivité à haute température, alors qu'il avait tout pour y arriver. Donc, il y a des effets de mode, ce qui fait que il y a des moments où il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas forcément de l'originalité. Et puis, bon, maintenant, ça s'est calmé sur la supraconductivité. Mais dans les années 90, c'était vraiment l'explosion parce que un tiers de la communauté des physiciens, chimistes, physiciens travaillaient sur ça. Et qui avaient du mal, excusez-moi, moi qui arrivais dans les carbones et travailler, ils avaient du mal à travailler ensemble. Hein. Les physiciens avec les chimistes, c'était très difficile, vraiment très difficile. Et ça, j'ai souvenir de ça. Alors, ce qui est joli quand même dans la supraconductivité, c'est que si on prend un métal, les électrons, ils sont individuels et ils circulent et ils font de l'échauffement. Mais dans la supraconductivité, il va y avoir un comportement collectif. Et c'est ça un comportement collectif de toutes les paires de Cooper, des paires d'électrons, qui va faire comme une onde dans le matériau. Oui, tout à fait. C'est grâce à ça que ça expulse un champ magnétique énorme. Hein? Et c'est intéressant. On passe du comportement individuel au comportement collectif. Et bien sûr. C'est presque le chemin de la société, parce que l'électron, c'est l'individu. Mais après, oui. S'il vit en couple, c'est une initiation de vivre en couple. Et puis après, il y a la collectivité. Dans certains peuples traditionnels, justement, il y a la connaissance du haricot, c'est l'individu. Et oui. Après, il y a la connaissance du maïs, c'est savoir vivre en couple. Puis après, il y a la connaissance de la courge et de la calebasse, c'est le village, et puis le monde. Et donc, oui, ça fait un phénomène de coopérativité. Dans le vivant, dans tout ce qui est vivant, il y a la coopérativité. Ça, c'est intéressant parce que la coopérativité, c'est une des marques des transitions dites de phase. Oui. Voilà. Alors, ce qu'on appelle une transition de phase, c'est quand, par exemple, sous l'effet de paramètres tels que la température, la pression, entre autres,
vous avez un matériau qui avait un comportement A qui devient un autre matériau au comportement B. Donc, par exemple, souvent, il y a un phénomène de coopérativité. La vie, c'est la coopérativité. Hein. Absolument, absolument. Voilà, on vit parce que nous avons dans notre sang une cellule, un globule rouge, on en a des milliards, qui sont remplis. Chaque globule rouge a 280 millions de molécules d'hémoglobine, et quand une molécule d'hémoglobine fixe, elle peut fixer 4 molécules d'oxygène. Quand elle fixe une molécule d'oxygène, ça accélère la fixation de la deuxième. Les deux fixés accélèrent la fixation de la troisième. Et la quatrième est considérablement accélérée du fait de la présence des trois autres. Donc, voilà. Le passé accélère. Et on est dans une période de transition de phase actuellement. C'est-à-dire la société connaît une transformation. Certains voudraient nous imposer la quatrième révolution industrielle. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Puis il y en a d'autres qui voient la chose différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout est possible. Mais on voit bien que si on va dans la bonne direction, celle prévue par la nature, c'est la coopérativité, la collectivité, où il n'y a plus un individualisme forcené, ce qui est le cas du conducteur simple, alors que le supraconducteur, ben, il allie le deux, la paire, et la collectivité, et voilà. qui amène la coopérativité. Il y a une intelligence à l'échelle atomique particulière. Et dans l'ADN qu'on appelle l'interaction ADN-protéine, c'est des comportements coopératifs. Ah oui, tout à fait. Lors de la réplication, de la réparation, c'est pas une protéine autour de l'ADN, c'est plusieurs. Certaines qui vont aider à faire des choses, et c'est un comportement collectif. Ben, la collectivité, la coopérativité, c'est la marque du vivant, mais on trouve ça, par exemple, si on refroidit de l'eau pour avoir de la glace, avant d'avoir 100% de glace, il apparaît dans une majorité d'eau des petits domaines de glace qui vont grossir, fusionner et finir par remporter la totalité de l'état liquide qui se transforme en solide. Ce serait la même chose si on chauffait l'eau, on aurait un état de vapeur, on aurait des petits domaines de gaz qu'on appelle des clusters, des petits domaines de vapeur, pardon, qu'on appelle des clusters qui grossissent et amènent la totalité de l'eau à passer à l'état de vapeur. Donc on a des petites unités quand on est dans l'état de glace, on parle de centre de nucléation, ou de cluster dans l'état de vapeur, mais c'est aussi un phénomène de coopérativité. Et de transition de phase. Plus les petits domaines de glace et de gaz apparaissent, et plus ça accélère l'émergence des autres. Ouais. Voilà. Et c'est là où on a une question de Beltégeuse. Le libre arbitre n'est-il pas limité dans la mesure où la question est qui décide? Alors, qui décide? Ça, c'est le vaste sujet. Ben, si c'est coopératif, c'est par rapport à une structure plus grande que celle que l'on voit. Par exemple, quand on parle de nucléation, à un moment donné, il y a plein de petits nucléus qui vont s'associer avant la cristallisation, par exemple. Il y a des nucléus, et à partir d'une certaine concentration de ces atomes en nucléi, eh bien, ils vont s'organiser déjà dans une structure. Et à un moment donné, quand cette structure devient à une taille critique, eh bien, elle va croître. Et donc, ça va remporter l'ensemble. Et tout va devenir cristal. Donc, il y a un comportement individuel et collectif toujours là aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à une structure donnée, par rapport à une fonction, et par rapport à structure, fonction. Alors, pourquoi ça? Ben, si on observe quelque chose qui va se cristalliser, eh bien, on va regarder ça, comment vous voulez dire? C'est notre conscience qui va regarder ce qui se passe, mais ce sont les cristaux qui s'organisent. Il y a une sorte de plan qui nous dépasse, puisque ça se met en place dès que les conditions sont requises, et la question, elle est quand même assez intéressante. Qui décide? Vous voyez, c'est les lois naturelles. Alors, si on est mystique, on dira c'est le principe créateur, c'est le divin. Il y a une loi qui préexiste.
Parce que c'est la même chose pour la construction des galaxies. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une trame qui est présente assez rapidement, et ensuite, le temps va jouer, mais il y a déjà un pattern, comme on dit en anglais, un patron qui est là. Mais la question, c'est qui a fait ce patron? Ouais. Alors, si on regarde la formation de la matière depuis le démarrage à un autre niveau, eh bien, on pourrait dire que ça part d'une conscience pure, d'un vide, du néant, dans lequel tout est possible et rien n'est encore fait. Et à partir de l'émergence d'une information, d'une intention particulière, là, c'est là qu'on n'a pas les mots, hein. Information, cette information, elle va donner des interactions avec d'autres choses et que la matière va se former. Et avant que la matière se forme, c'est de l'énergie. On va avoir matière-énergie, c'est pas de la matière toute seule. Mais avant cette matière-énergie, c'est de l'information. Et finalement, la matière que l'on connaît, qu'on utilise de façon de la structure, elle porte en elle l'énergie de l'ensemble des atomes qui minimisent une structure, parce que il y a ça aussi, et qui contiennent l'information primaire. Et c'est nos intentions quand on fait quelque chose, c'est aussi nos intentions. Moi, je me rappelle, je faisais des supraconducteurs, je mettais des poudres de différents éléments d'oxyde, et le mélange faisait qu'à un moment donné, on formait des oxydes supraconducteurs. Pourquoi? Eh bien, à un moment donné, quand ça s'organise, il y a une structure qui se met en place et celle qui va minimiser l'énergie, parce qu'une structure, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit stable. Donc, à un moment donné, la structure la plus stable de façon énergétique, parce que c'est énergétique, et ça, c'est lié à la structure qui est en train de se faire. Donc, c'est l'énergie qui va entraîner la structure. Oui, alors ce problème, finalement, la vie, c'est de la matière, de l'énergie et de l'information. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, et la meilleure définition de l'information, c'est un mathématicien, Norbert Wiener, un des pères de la cybernétique, qui a dit l'information n'est qu'information, elle n'est ni masse ni énergie, mais néanmoins, elle a besoin de cette matière et de cette énergie pour être véhiculée. C'est-à-dire que la matière et l'énergie ne sont rien sans l'information qui est véhiculée par cette matière et cette énergie. On pourrait donner l'image de la voiture. S'il n'y a pas de conducteur, la voiture ne se déplace pas. Il faut qu'il y ait un conducteur oui, c'est ça. allume pour que la voiture se déplace. C'est une belle image. Même saint Thomas d'Aquin parlait de matrice structurante. Il y a une information qui est là. Et donc là, il n'y a pas encore une théorie de l'information en physique suffisamment élaborée. En biologie, il y a Henri Atlan qui a donné les prémices d'une théorie de l'information, mais il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on est étonné de voir que quand on mélange des poudres et que les conditions informationnelles sont réunies, que souvent les scientifiques ignorent, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ça. L'information, elle est ce qui téléguide le destin de la matière et de l'énergie. C'est elle qui va minimiser l'organisation obtenue pour avoir le moins d'énergie, parce qu'effectivement, ça serait pas stable. Et il faut être sur un minimum d'énergie pour avoir un maximum de stabilité. Et donc, à chaque fois, il y a une espèce de main invisible qui guide ce qui se passe. Voilà. C'est pas invisible. et on va du coup, et la conscience dans tout ça, est-ce que ça... Alors, oui, alors il y a un mouvement aux États-Unis parce que les États-Unis ont une liberté des fois plus importante que l'Europe qui est très territoriale, on ne sort pas de sa discipline. Et donc, il y a un psychologue cognitiviste qui s'appelle Donald H. Hoffman. Il travaille avec des physiciens théoriciens et il considère que l'entité première irréductible, c'est la conscience. La conscience, oui. Oui. Et de cette conscience va naître la matière, avant l'espace-temps, la matière, l'énergie, la lumière. Et donc, ça expliquerait une énigme de la physique quantique, parce que s'il n'y a pas un observateur, il n'y a rien qui se passe. Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant, quand on remonte dans les premiers instants du Big Bang, on est dans des domaines quantiques en l'état actuel de nos connaissances. Donc, quelle est la conscience qui a fait que ça marche
C'est ça. On reste à l'état potentiel. Donc, j'y vois pas une preuve de l'existence de Dieu, mais en fait, c'est une réflexion. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une conscience dans chacun des atomes, particules, voilà, que le père Teilhard de Chardin pensait, parce qu'il disait dans chaque atome, chaque particule, vive cachée et œuvre à l'insu de tous, l'omniscient du divin et l'omnipotent de l'infini. Voilà. Il y a quelque chose qui est de cet ordre. Peut-être que l'information, c'est une forme de conscience minimaliste. Donc, il y a la conscience des particules, la conscience des atomes, la conscience des molécules, la conscience cellulaire. Sadprem avait parlé des mémoires cellulaires. Ben et oui. puis, la conscience de l'individu, vous avez la conscience de la collectivité. Et donc, à chaque fois, il y a des degrés d'organisation de conscience. Le même Teilhard de Chardin avait repris l'expression de Vernadsky, un des premiers géochimistes. Il parlait de noosphère, la sphère de nos pensées. Ouais. Et oui, et oui. Donc, à t'écouter à dire ça, quand on parle au niveau de l'être humain, la notion de l'être humain et de la conscience, de la lumière, l'étincelle divine que chaque individu a en lui, eh bien, cette étincelle divine, elle existerait au niveau de chaque particule élémentaire qui sont nées de la conscience primordiale, je dirais. Bah, en tous les cas, c'est un peu la voie que Donald Hoffman prend, qui est une voie mystique, hein, parce que oui, mais les mystiques. Voilà, alors c'est une tentative, hein, il y a quand même des résultats. C'est un travail pluridisciplinaire, hein, mais pourquoi pas. Parce que quand même, quand l'expérience de Jung, hein, où tu envoies un photon avec les doubles fentes et que tu veux voir l'interaction des photons, comment ils vont savoir que avant d'arriver, ils vont arriver à tel endroit exactement. Je veux dire, c'est comme si que chaque particule élémentaire d'électron ou photon, il sait où il va y aller. Il sait que, mais c'est impressionnant. Pour moi, il y a une conscience au niveau de chaque particule. Ce qui est intéressant, peut-être on va rappeler, on envoie des photons les uns après les autres qui passent à travers un obstacle où il y a deux fentes très fines et puis derrière il y a un écran. Ouais. Donc au départ, c'est les expériences de Tonomura en 89 jusqu'à, allez, on va dire 3000 envois. On a sur l'écran la preuve que la lumière est ondulatoire. Il y a des figures d'interférence. Et donc, quand vous avez des figures d'interférence, une interférence, c'est l'interaction de deux rayons. Alors, imaginez une onde plus une onde. Suivant, une onde, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Si vous avez deux ondes qui sont positionnées d'une façon telle qu'un sommet correspond à un creux, si vous faites la somme des deux ondes, ça s'annule. Puis si, au contraire, un sommet correspond à un autre sommet, ça fait une onde d'amplitude double. Alors, sur l'écran, on voit tour à tour de l'obscurité et de la lumière, ce qui a beaucoup, comment dirais-je, surpris oui. Thomas Young, qui est un homme étonnant parce qu'il était à la fois égyptologue, il maniait 14 langues mortes, médecin, physicien, il a dirigé une agence d'assurance pendant toute sa vie. Donc un homme très, très actif. Et puis, à partir alors, si on prend l'expérience de Jung, jusqu'à 3000 envois, les photons étant envoyés les uns après les autres, le photon, il va passer par l'une ou l'autre fente qu'il a envoyé individuellement, croit-on. Et sur l'écran, on a des impacts corpusculaires. Et puis, au-delà de 3000 envois, on voit apparaître des figures d'interférence qui laissent supposer qu'au-delà de 3000 envois, 20 000, 70 000, on est passé d'un photon individuel qui se comporte comme une particule à un photon qui a plutôt une dimension ondulatoire. Mais le problème, c'est que pour qu'il y ait interférence, il faut que la lumière passe simultanément par les deux fentes. Donc forcément, il y a un photon invisible. Quand on est, comment dirais-je, au-delà des 3000 envois et qu'on voit des figures d'interférence, il faut qu'il y ait un photon visible et un photon invisible qui soit passé. Sinon, il n'y aurait pas d'interférence, parce que pour qu'il y ait interférence, il faut que l'entité
passe à la fois par les deux fentes. Et c'est parce qu'elle passe par les deux fentes qu'il y a ces phénomènes d'interférence. Et on s'est rendu compte que si on essaye de savoir par quelle fente passe le photon envoyé, ou l'électron, c'est pareil, eh bien, le photon ou l'électron est un être susceptible parce que dès qu'il se sent observé, il revient dans un comportement passé. C'est-à-dire que si vous êtes dans un régime interférentiel, au-delà de 70 000 envois, vous en envoyez un supplémentaire, il se comporte comme il se comportait du premier envoi jusqu'au 3 millième envoi. Il redevient corpusculaire. Et en l'état actuel de nos connaissances, on peut parler d'un consensus, Alain Cohn, qui est professeur honoraire au Collège de France, médaille Fields, on a l'impression que interroger une particule quantique au présent, c'est changer son passé. Et on peut aussi avoir une anticipation. Donc, Paul-Adrien Maurice Dirac, qui lui aussi prix Nobel, a dit que le photon interférait avec lui-même. Il y a un dédoublement. C'est ça, une interférence. Et comment le photon sait qu'il y a une... et qu'il y a une interférence et qu'il va arriver à tel endroit et pas à tel autre. Voilà, c'est ça. Henri Starp, qui a modélisé la conscience, disait la quintessence du mystère de la physique quantique, c'est comment l'information circule aussi vite, comment le photon sait qu'il y a deux fentes, et comment l'information qui circule à distance peut se réunir pour donner un monde probable. Et c'est un peu vrai, quoi. C'est tous ces ingrédients. Mais oui, mais c'est... Donc, on peut parler de conscience au niveau de chaque photon, chaque partie. Alors, c'est assez amusant quand on voit les exposés d'Alain Aspect, notre prix Nobel. On a l'impression qu'il est embêté parce qu'il ne veut pas faire de l'anthropocentrisme, mais c'est comme si le photon avait conscience de quelque chose. Donc, peut-être qu'on est devant l'illustration d'une conscience minimaliste à la Teilhard de Chardin, parce que pour Teilhard de Chardin, il voyait le point alpha, le point oméga. Le point oméga, c'est 99,99% d'esprit et 0,01% de matière. Le point alpha, c'est l'inverse, c'est 99,99% de matière et 0,01%. Et l'homme, il est au milieu des deux. Alors, effectivement, ça expliquerait pourquoi notre corps énergétique a une forme de conscience. Voilà, et qu'on est porteur de la conscience de nos ancêtres. Ça explique différentes choses. Et finalement, on est amené à redéfinir les paramètres métaphysiques que sont la matière, l'énergie, la lumière, l'espace et le temps. Et c'est ça qui est intéressant parce que on l'a oublié, mais au départ, l'aventure de la science commence avec l'astronomie et on définissait ces paramètres. Hein. C'est quoi l'espace sidéral, c'est quoi le temps, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la lumière. Et donc la science, même si elle s'en défend, revisite d'un point de vue métaphysique, quantifié, calculable, modélisable, expérimental, les paramètres métaphysiques déjà explorés par Platon, Aristote et les présocratiques. Et pour revenir au libre arbitre aussi, quand je pense que les cellules, elles vont réagir en fonction des signaux qu'elles reçoivent et qu'elles envoient et qu'elles reçoivent. Et qu'à un moment donné, si la structure interne d'une cellule n'est plus en cohérence, n'est plus intègre, ne peut pas répondre à tous les besoins de la vie, elle va partir en mort cellulaire. Et donc là, la cellule elle-même a la conscience de la vie, c'est ça qu'elle va choisir, mais si la vie n'est pas possible, c'est la mort. Et les informations qu'elle reçoit, c'est de l'environnement. Par rapport à l'environnement qu'elle va recevoir, elle ne sait pas encore si elle va mourir ou vivre, mais à un moment donné, elle a des signaux de l'environnement qui lui montrent qu'elle ne peut pas rester intègre, et le choix, c'est ça. Et ce n'est pas un choix mental, c'est un choix de maintenir la vie de l'ensemble. En sachant que les cellules toutes seules n'existent pas, elles sont toutes en lien avec les communautés de cellules. Le choix, il est individuel, mais il est en lien avec la communauté de cellules. Le plus important, c'est la communauté. On a dit que c'est le Japon. Le Japon, l'individu n'existe pas. Il y a toujours la collectivité qui l'emporte sur l'individu. Absolument, ça c'est réellement. Aussi, chez les bactéries, Lucien Israël avait beaucoup travaillé le système SOS, une bactérie, quand il y a trop de dégâts génétiques,
eh ben, elle décide d'accepter des macro-mutations. Comme si elle avait apprécié que le temps nécessaire. De même, une cellule, quand elle déclenche un programme de mort programmée qu'on appelle l'apoptose, c'est comme si elle avait apprécié que les dégâts dont elle est porteuse, en se divisant, elle allait propager. Et donc, on protège le tout par rapport à l'individu, la collectivité à l'individu. C'est exactement, les lois de la vie, c'est ça en fait. Et ça, c'est proche de la vision des peuples traditionnels. On a souvent caricaturé l'Afrique en disant que l'individu était noyé dans la collectivité et il avait perdu son individualité. Il y a une coexistence d'individualité, de collectivité, mais la collectivité est beaucoup plus l'emporte sur l'individualité. Ça veut dire que l'individualité n'existe pas. Mais c'est la collectivité qui est le plus importante par rapport à l'individu. Le contexte, l'ensemble est plus important que la singularité. Oui, mais que l'ensemble puisse continuer à vivre. Mais il y a quand même la singularité, l'individualité quand même. Nous, nos sociétés aujourd'hui, c'est l'opposé. C'est l'individualité qui l'emporte et la collectivité, on s'en tamponne. À savoir, c'est moi. Oui, mais c'est contraire à la vie, c'est-à-dire que si la vie résulte plus des liens entre les choses, un individu n'établit plus de liens avec les autres individus ou de moins en moins. Donc ça veut dire qu'on est dans un processus de dégradation. De dégradation et de mort. Oui, absolument. Tout à fait. Donc, qui ne respecte pas la vie, là. Qui ne respecte pas la vie. C'est ce qu'on a connu pendant une période difficile il y a 4 ans, où on a voulu surtout nous séparer, ne pas se mettre ensemble. Et c'était réellement des lois de mort. Hein, parce qu'un être humain ne peut pas vivre sans interaction avec l'environnement. Pas plus qu'une cellule, manifestement. Ah, mais pas plus. C'est de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. L'interaction et l'interactivité, c'est la vie. C'est à toutes les échelles. Et ça, c'est vrai que... on rentre dans une autre forme de vie qui est le parasitisme, où un parasite va se multiplier dans une cellule et finir par la tuer. À ce moment-là, c'est autre chose. Le virus est un parasite obligatoire. Et c'est un peu ce qu'on a vécu. Peut-être que le symbole de l'Occident, c'était de lui faire comprendre qu'il a peut-être été un peu trop parasitaire et que dans sa dérive où la collectivité a été mise de côté par rapport à l'individualité, il vit plus. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et c'est là où cette notion de libre arbitre redevient fondamentale pour remettre une énergie, une impulsion qui retrouve les notions de... Pardon ? Une impulsion de vie. C'est ça. Oui, c'est ça. Henri Bergson parlait d'élan vital. Il faut qu'on retrouve cet élan vital. Et c'est le plus important, cette petite flamme qu'il y a dans les yeux des gens qui retrouvent leur individualité, parce que c'est un des aspects des lois spirituelles. Chaque individu a sa singularité, son côté unique. On définit ça comme l'âme. Chaque rayon du soleil, bien qu'émanant d'une même source, le soleil, a sa singularité. Absolument. Voilà, on est à la fois commun aux mammifères, on a un métabolisme, un génome, mais chaque personne a un destin singulier, quoi. Et donc chacun doit faire conjuguer sa singularité et la vie dans une collectivité. Super, je crois que on a... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jeanne, tu veux... Tu as des questions, Dominique? Très peu. Non, j'ai... Libre arbitre... Non. On a fait celle-là. Mental des cellules, ça traîne. Oui. Non. En tous les cas, la notion de libre arbitre, le libre arbitre dont l'homme est le possesseur de cette. Dieu nous a créés avec
on est créé à l'image de Dieu, mais ça veut dire que Dieu nous a créés avec la notion de libre arbitre. On a le choix. À tous les moments, on a le choix. Et l'homme, la différence avec le monde animal, a la parole et la conscience. Ça veut pas dire que les animaux n'ont pas de conscience. C'est pas une conscience différente de l'homme, et aussi la parole. Et donc l'homme de conscience a le choix et donc le pouvoir de libre arbitre. Et là, dans son pouvoir de libre arbitre, il reste vivant. Et je pense que si on n'utilise pas notre libre arbitre en fonction de notre identité, en fonction de notre intégrité, en fonction de nos désirs par rapport à notre vie, et bien on se comporte à ce moment-là comme un animal, quoi. Un animal. Oui, je suis d'accord. La bactérie n'a pas de... elle n'est pas méritante puisqu'elle est programmée pour suivre les lois naturelles. Ouais. Et Oui. l'homme, il a le choix de soit se couper des lois naturelles, soit de les suivre. Et c'est tout l'enjeu que nous avons. Est-ce que on doit abandonner l'humaine nature qui avait été prévue et aller vers le transhumanisme? Est-ce qu'on doit modifier le génome? Est-ce qu'on doit modifier la nature? Voilà, c'est tout l'enjeu voilà, de notre début du XXIe siècle, qui avait déjà commencé au XXe siècle, c'est de savoir si on a le droit de modifier ce qui a été prévu. Voilà. Quand la nature elle avance, c'est au nom de 3,5 milliards d'années d'évolution, d'essais, de correction, de persévérance. L'homme, il a une existence très, très récente, hein, 3, 4 millions d'années, 6 millions d'années. Donc, si vous regardez, c'est quand même assez court, quoi. Absolument. Et effectivement, par rapport à ce qu'on veut, qui parle quand on veut le transhumanisme, quelque chose, changer l'homme, faire un homme augmenté, mais c'est n'importe quoi. C'est un homme augmenté. Moi, je dirais c'est les infrahumains qui nous ont proposé plutôt que les transhumains. Les transhumains. Oui, bah, c'est une façon. On voit bien quand on écoute le Forum économique mondial et notre batracien intergalactique, Klaus Schwab. Il y a une volonté d'avoir un homme façonné sur mesure. C'est ce qu'il dit dans la 4e révolution industrielle. Avoir une correction des erreurs de l'évolution. L'homme, il est un peu irrationnel, il peut être caractériel, il peut être désobéissant. Donc, ça serait bien d'avoir un homme sur mesure, comme un petit robot fait de chair qui pourrait obéir à toutes les injonctions qu'on lui propose sans remettre en cause. Sur mesure pour faire des hommes animaux. Oui, c'est ça. C'est ça, qui reste... Voilà. Ben, des hommes, on a d'abord été des hommes et des femmes domestiqués. Et puis, il faut aller plus loin. On veut des hommes et des femmes en laisse. Esclavagisés. Voilà. Donc, c'est à nous de retrouver ce qui nous a été donné, puisque si Dieu a créé l'homme à son image, il a créé, il nous a aussi laissé le libre arbitre. Oui, oui. Voilà. Et c'est à nous de... C'est pas dans les lois naturelles ce qui nous est proposé. Puisque, par exemple, on voit bien que l'évolution n'a pas été dans une direction unique. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que on parle d'évolution rétrograde quand on regarde ce qui s'est passé. La vie naît avec des bactéries, anaérobies, puis aérobies, puis les cellules animales et végétales, qui vont se donner des êtres pluricellulaires, puis après les espèces, les poissons, les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, et enfin l'homme. La complexité. Voilà, mais ce qu'on veut, c'est la biodiversité. Il y a une complexité, il y a une montée croissante de complexité. Mais ce qu'on veut, c'est revenir à une sorte d'évolution rétrograde. Un village mondial, une Europe transformée en un pays, un seul type d'homme, normé. Voilà ce qu'on disait avant l'émission, normé. Donc, c'est une sorte d'évolution rétrograde. C'est comme si on s'opposait à un mouvement naturel de l'évolution qui a été toujours d'explorer des voies différentes, des biodiversités. Donc, je suis toujours frappé de voir que
on a pu explorer les différentes formes de régime politique. L'art de vivre ensemble, ça a donné un siècle de démocratie à Athènes, la res publique, la chose publique, voilà, qui n'est pas une démocratie. Et puis, on n'a pas vraiment, on a exploré le capitalisme, le communisme. Il y a tellement d'arts de vivre ensemble différents Ouais. que c'est comme si l'homme avait bloqué l'évolution. C'est ça. Comme si on était resté autour de l'ego du petit homme et qu'on n'avait pas réussi à considérer l'âme, voire l'esprit, dans le système organique de nos sociétés. Et qu'on est resté à cette animalité. Il y a un progrès matériel. Oui, mais qui n'obéit jamais aux lois du vivant, Oui. qui obéit aux lois de la mort. On est aujourd'hui sous un programme, on est régi sous les lois de mort. Et donc notre biologie, notre séquençage biologique a poussé ça. Quand on voit tout a été codifié. Donc on n'a plus la capacité, on n'avait plus la capacité je dirais, à penser en couleur. Oui, on voit en noir et blanc, mais je pense que c'est plutôt rassurant parce qu'il y a tout à faire. Je crois que si ça va dans la bonne direction, il y a tout à refaire, que ce soit la pédagogie, la science, l'art de vivre ensemble, etc. Il y a une révolution. Il y avait un philosophe allemand qui s'appelle Karl Jasper, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Orientation et sens de l'histoire. Il parle d'ère axiale. C'est-à-dire, il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, on voit que il y a le jaïnisme, les Upanishads et le bouddhisme en Inde. Il y a le taoïsme et le confucianisme qui émergent en Chine. Vous avez les prophètes juifs. Enfin, voilà, on pourrait multiplier. Il y a eu une pléthore de mouvements spirituels, Zoroastre, etc., qui arrivent dans cette période. Ils parlent de période axiale ou d'âge axial ou d'âge pivot. Relation avec le divin. Voilà, c'est pour ça qu'ils parlent d'axial, c'est-à-dire qu'on ajoute à l'axe horizontal un axe vertical. Voilà. Et je pense qu'on a un deuxième âge axial à mettre en place parce que je crois que c'est la fin du matérialisme. On va rentrer dans le post-matérialisme, les dernières soubresauts. Je pense qu'on va ajouter à l'axe horizontal, qui avait sa raison d'être, hein. Oui, bien sûr. A permis une cohésion, le lien social, à quelque chose qui va être de l'ordre de l'âge axial. On va passer de la religion à la spiritualité. Et donc, c'est même pas nous qui décidons, c'est des cycles, ce que disent les Indiens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le cosmos qui envoie des informations, on va rester dans le concept d'information, et qui amène l'homme soit à suivre ces informations, soit à être corrigé, voire à disparaître. Donc voilà, c'est ça que je ressens, voilà, que ce soit les yugas indiens ou le mouvement de précession des équinoxes chers aux astrologues. Il y a des cycles. Alors il y a des cycles les Kali Yuga et les Yugas, on serait dans la partie la plus noire du cycle. Le Maha Yuga, c'est plus de 4 millions d'années, 4 millions 3. Le mouvement de précision des équinoxes des astrologues est plus modeste, c'est 26 000 ans, 25 920 ans. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Terre, elle tourne autour du Soleil, mais on est dans une voie lactée qui elle-même circule et il y a des informations qui arrivent sur Terre et qui changent la façon de voir. Oui. Ça nous dépasse, ça. En fin de compte, on voit le lien avec l'infiniment petit et l'infiniment grand à toutes les échelles, à toutes les êtres, y compris l'univers, qui est en dynamique, en restructuration constante, et que tout ça bouge et nous affecte tous individuellement, en fait. Oui, la Terre est un système ouvert qui reçoit plein d'influences, que ce soit le Soleil, etc. Donc, j'ai envie de réagir à la façon de Jean Cocteau. Ces mystères nous dépassent, dit-il dans Les Mariés de la Tour Eiffel, feignons d'en être les organisateurs. Et là, on va peut-être en devenir les alchimistes. Et oui, et oui.
tout l'intérêt justement du processus de l'humain qui a aujourd'hui cette capacité à transmuter sa matière par la pensée, comme tu l'évoquais avec les médecins qui avaient connaissance de potentielles pathologies, en tout cas de génome, et qui ont développé. Donc de la même façon, on a la capacité à créer avec une, Oui, une pensée et une émotion orientée. mais bien sûr. Voilà, Bah, l'alchimie, c'est une chimie participative. c'est ça. Voilà, si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, vous pourrez pas faire votre pierre philosophale. Voilà. Yes, Alors que le c'est tout à chimiste, fait ça. lui, si la veille il s'est disputé avec sa femme, il considère pas que son état d'énervement va interférer avec les réactifs qu'il mélange pour obtenir des produits. C'est toute la Je différence comprends. entre une chimie participative où notre être-étude intervient et une chimie non participative assez mécanique C'est où mécanique. voilà, il y a une espèce de déterminisme qui est véhiculé par la matière et la conscience de celui qui est le demi-urge, je dirais Platon, n'intervient Absolument. Super. pas. Bon, Bon, il y a des remerciements de Béatrice qui nous a quittés un petit moment. Je vais devoir laisser, car mon libre arbitre a son aise. Ça, c'est très bien. Donc il y a Sandra qui nous salue, Nathalie qui demande: connaissez-vous Nassim Haramein, qui parle beaucoup du photon? Oui, bien sûr. Voilà, on le connaît un peu tous. Belle Teigeuse qui remercie, Sadra. C'était vraiment riche, fort, intéressant. Grande joie de vous écouter. Maria, Marco, voilà, qui vous remercie pour cette belle soirée. Voilà. merci aux auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter dans nos réflexions. Parce que c'est quelque chose d'important et qui n'est pas souvent discuté. Le libre arbitre à toutes les échelles de notre vie, à tous les moments de notre vie. Et on pourrait dire à chaque fois, pour savoir si on est dans notre libre arbitre, quand je fais quelque chose, quand je réponds à quelque chose, qui parle en moi? Qui parle en moi? Et puis la joie que j'ai de prendre une décision aussi. Et quelle est la joie de prendre une décision? Parce que quand on prend la bonne décision, on est soulagé. Mais oui, Parfois, mais c'est difficile de prendre la décision, mais une fois que la décision prise c'est correspond lumière. à ce que voulait notre âme, eh ben, il y a Absolument. une espèce de légèreté, quoi. On se sent Voilà. fort et Ouais. libéré. Voilà. Peut-être qu'il y a des passages qui ont été un peu compliqués, comme les fentes de Jung, mais c'est pas grave, puisque je pense que pour ceux qui ont trouvé ça compliqué, bah, vous passez ce passage sur les Oui, fentes de Jung. Oui, ou on revisite. Que, ou on revisite, oui. voilà, la matière ne peut pas être envisagée indépendamment de la conscience. Qu'elle Voilà. soit une conscience intrinsèque à la matière ou extérieure, en tous les cas, il y a une interaction permanente. C'est ça un petit peu que la physique quantique nous montre et qu'on devrait considérer comme un message inspirant. Que dire, Jeanne? Je te laisse le mot de la fin. Ben moi, j'étais heureuse de partager un petit peu avec ce qu'on sur le libre arbitre et puis les expériences autour de cela, parce qu'en fin de compte, on voit bien que dans la matière, dans les interactions entre tous les atomes, les électrons, etc., il y a un libre arbitre qui est le fait d'aboutir à quelque chose. Hein, et la conscience, pour moi, elle est là derrière chaque parcelle de nous-mêmes. Et que si on prend conscience de ça, on peut se dire que aujourd'hui, quand j'agis, qui est-ce qui agit? Qui est-ce qui agit? Et qu'est-ce que mon cœur souhaite aussi? Et ça, le libre arbitre à partir de ce que l'on ressent, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire. Exactement. Je pense que si on va dans la direction voulue par notre âme, oui, voilà. Voilà. Les On y choses est arrivé. se font facilement et aisément
Mais Voilà. oui, ben oui, ben oui. Voilà. Peut-être que je pense que dans cette période, nos âmes se rebellent par rapport à À la ce qui- société qu'on veut nous imposer. Oui, Et oui, suivez le mouvement de votre âme parce que même si vous avez peur, c'est toujours la bonne direction. Épithète disait, lorsque la chenille ressent les soubresauts de la transformation, elle a peur, ce qui est normal. Alors qu'en réalité, elle va devenir un splendide papillon. Mm. Il y a une métamorphose. Donc, Et- effectivement, on est dans une période où il y a des émotions fortes, ce qui est normal, puisqu'on est humain, des peurs, des angoisses, mais si vous respectez ce que veut votre âme, vous passerez cette tourmente émotionnelle et vous irez dans la direction juste pour vous. Alléluia. et en écoutant son cœur, on répond à notre âme. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est peut-être que la période actuelle nous invite à faire. Et Oui, si chacun, puisque notre âme obéit aux lois divines, si ouais. chacun respecte son âme, on aura un phénomène collectif, coopératif. C'est parce qu'on n'est pas en contact avec notre âme qu'on n'est pas dans des philosophies coopératives et collectivistes. Pas collectivistes au sens communiste du terme, hein, Non, non, mais ça c'est voilà, fait. coopératif. Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Merci Ben, Philippe. merci Jeanne, merci Dominique, et puis merci, comme je l'ai déjà dit, à nos auditeurs. Merci à Dominique, merci aussi à toi, Philippe, d'avoir accepté d'être ensemble. C'était la première émission qu'on a faite ensemble. Je m'en faisais une joie, c'est chouette. Et merci à tous les auditeurs d'avoir suivi quand même, parce que ça fait 1h30, une bonne heure et demie. Et on a volé un peu dans la science, hein, mais je pense que si vous réécoutez des choses que vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. C'était clair, c'était clair. Et Oui, oui, c'est important qu'on prenne l'habitude de changer de point de vue, de développer notre langage, de revisiter des concepts dont on n'a pas l'habitude, parce que justement, on a été un peu réduit. Donc, apprendre, je crois que c'est notre plus grande force. oui, Donc, Oui, le oui, fait d'avoir la capacité de revivre, rewind, revisiter, bah, profitons-en. oui, c'est le moment de changer ses croyances, ses certitudes. On dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc effectivement, peut-être que certains sont entrés dans des concepts qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, mais c'est pas grave. Écoutez cette émission avec votre âme plus qu'avec votre intellect ou avec votre esprit, parce que vous y trouverez certainement d'autres visions que celles que vous avez peut-être. Merci et merci pour vos pouces. Merci de me le rappeler parce que ça vraiment, voilà, pouces, commentaires, partagez l'émission. Et quand l'émission est finie d'être en live, si vous pouvez mettre des commentaires après, c'est important aussi. oui, c'est ça. Voilà. En tous les cas, merci aussi. Hein, et puis, bonne fin de soirée pour tout le monde. Oui, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Au revoir. Et Au à revoir. la prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.